c'est beaucoup de questions parce que c'est un sujet très empirique. Qu'il faut prendre au ras du sol. La notion de France périphérique, que je me paraît bonne, hein, je reconnais tout à fait dans ce qu'apporte Christophe Guilluy, elle donne un contenu géographique et sociologique beaucoup plus précis à la fracture sociale, qui était en fait une notion politique. Ce que j'avais en vue, c'était de montrer qu'on n'était plus justement dans un schéma de lutte de classe, mais dans un schéma d'écartèlement de milieux sociaux qui ne trouvent plus à se parler. Ce qui est très différent. La lutte de classe, elle était susceptible d'un arbitrage par le haut. C'était le rôle de l'État. La fracture sociale, c'est autre chose. La fracture géographique et sociologique que désigne France périphérique, c'est encore autre chose. Ça ajoute des dimensions supplémentaires. Alors, effectivement, d'abord, cette France périphérique n'est pas armée pour lutter. C'est un premier point. Pour lutter, il faut des conditions. Il est clair que les grandes concentrations ouvrières, que ce soit dans la mine, que ce soit dans la métallurgie, que ce soit dans la construction automobile, les chantiers navals, enfin que sais-je, étaient des cadre extrêmement propice à l'action collective. Il fallait... quand on avait 60 000 ouvriers chez Renault à Billancourt, avec une concentration qui était quelque chose qu'on ne peut même plus, il faut l'avoir vu pour le croire. Quand vous aviez la sortie des usines, vous aviez une masse, une foule, et avec des gens partageant un sort, ayant le sentiment de partager un sort très commun. Les chaînes, la mine, l'équipe, un travail très collectif. Tout ça est disparu. Ces gens, en plus, se retrouvaient dans les mêmes quartiers, avec une très forte identité qui n'existe plus non plus. Tout ça lié évidemment à la désindustrialisation. Ben voilà, donc mais avant la désindustrialisation, les choses avaient déjà commencé. C'est-à-dire la dispersion des sites de production, la sous-traitance, des phénomènes auxquels on ne prête pas assez attention. Hein, aujourd'hui, là où vous aviez un site unique de production, la construction automobile, c'est typique. Vous avez un petit nombre d'ouvriers dans un système de travail complètement changé par rapport à la chaîne taylorienne. Vous avez une foule de sous-traitants dispersés sur tout le territoire et une foule de camionneurs qui amènent tout ça en flux tendu. C'est complètement autre chose. On est dans un autre paysage. Tous ces gens ont les mêmes réflexes, fondamentalement. Mais comment s'organiseraient-ils ? Il n'y a plus de surcroît de discours plausibles. On était quand même à la grande époque du socialisme comme horizon, avec des nuances très grandes entre les différentes versions, mais une sorte d'horizon commun. Vous n'avez plus... Et les conditions de l'habitat ont totalement changé. Et la dispersion de l'habitat, qui est un élément clé dans la description que fait Christophe Guilluy, c'est un élément absolument essentiel. Ajoutez à cela le fait que vous ne trouvez plus vraiment d'adversaire en face de vous. Le patronat, il avait une sorte d'existence tangible. Et ce patronat-là s'inscrivait dans un espace national sur lequel il s'efforçait d'exercer un contrôle. Alors, il est atomisé aujourd'hui. Il est atomisé et privatisé. Oui. C'est-à-dire, les gens du monde de l'industrie, de la finance, ils se tracassent. Très peu d'entre eux ont même une conscience politique, c'est très frappant. Leur problème, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est le monde. La politique, c'est secondaire. D'ailleurs, avec du coup, ils ont toujours une solution de secours. Vous n'êtes pas content, on va ailleurs. Eux aussi ont fait sécession. Mais oui, il y a la sécession par le haut qui, du coup, prive d'adversaires clairs. On a des tas de conflits sociaux où on voit bien que la première difficulté, c'est de trouver qui est le vrai propriétaire de l'usine qu'on va fermer. On ne sait même pas qui c'est.
On a des mandataires locaux, mais qui ne font qu'exécuter des ordres qui leur échappent à eux-mêmes complètement. Donc, c'est tout ça qu'il faut reprendre pour mesurer ce changement d'attitude. Plus d'horizons idéologiques plausibles, des conditions de dispersion individuelle très grandes, plus, il faut le dire aussi, l'adhésion de beaucoup de ces gens, à la fois défavorisés, mais pris dans le modèle, au fond, de l'individualisme et de la petite vie familiale, privée, avec, si on y rajoute tous les problèmes de l'immobilier qui, pour leur enlève la possibilité de vivre dans les grandes concentrations urbaines, c'est trop cher. Et donc, mettre ses enfants à l'abri de la banlieue dégradée, etc. Vous mettez tous ces facteurs bout à bout, vous comprenez très bien qu'on a un paysage social totalement changé et pas disposé à autre chose qu'à ce qui est devenu le modèle général dans nos sociétés. On ne vous demande pas d'adhérer, on vous demande de vous taire, c'est tout. Vous pensez ce que vous voulez, mais dans votre coin, et puis pour le reste, ça nous est égal. Il n'y a même plus de conformisme dans nos sociétés, qui était une sorte de ciment et de repoussoir. Oui, et en plus... La débrouille individuelle, trouvez-vous dans votre petite niche écologique dans ce paysage. Voilà, ça donne une sorte de désespérance, avec la possibilité nouvelle de se satisfaire dans le privé par la consommation, la télé, une vie privée dans un cadre tout de même plus agréable que les taudis ouvriers de cités ouvrières du début du XIXe siècle. Tout ça, on est dans un monde aussi qui est capable d'apporter des petites satisfactions, rien que des petites, voire des toutes petites, mais elles existent. C'est important. Donc aliénation additionnée à néolibéralisme, société des individus. Ben oui, vous mettez tous ces paramètres, on voit bien qu'on est dans un autre paysage politique. Et justement, quand les classes populaires se révoltent par le vote, il reste le vote. Il reste le vote. Malheureusement, ça donne le fameux vote Front National, qui est souvent attribué à une espèce de néofascisme de ces classes populaires qui seraient passées d'un coup à une radicalité d'extrême droite, c'est le fameux vote FN, qui aujourd'hui est un peu mieux appréhendé par les classes politiques. Ils ont fait des progrès. Oui. Ils ont fini par prendre la chose au sérieux. Oui. Alors que pendant très longtemps, des clichés préfabriqués suffisaient amplement pour s'en tirer. C'est ça. Et... Oui, c'est ça, là, d'ailleurs, vous pouvez remarquer, c'est l'avènement de la notion de populisme, qui est un progrès intellectuel considérable, même si la notion est vaseuse et se prête à toutes les équivoques. Mais avant, c'était le fascisme. Donc on a le grand progrès intellectuel des classes dirigeantes dans le monde occidental, c'est le passage du fascisme au populisme. Autrefois on nazifié, ensuite on a fascisé, c'est oui, les années 80. Aujourd'hui on lance l'anathème populisme. Voilà. Un fourre-tout pour dire des magots. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut vouloir dire un tas de choses. Oui, ce qu'on veut, mais ils ont admis la différence avec l'Allemagne des années 30. C'est ça. Mais encore que des fois, c'est pas tout à fait clair. C'est pas clair. Non. Macron, par exemple, a fait quelques sorties entre deux tours pour nous dire, voilà, si vous votez FN, ce sera le nazisme. Mais justement, je pense que implicitement, on pose la question de la rationalité électorale de ces classes. Parce qu'on nous dit implicitement... elles sont pas rationnelles. Elles vont voter parce qu'elles pensent avec leurs affects. Elles sont pas capables de penser finalement dans les classes populaires, quels sont leurs intérêts, donc elles tombent dans la bassesse de l'extrême droite. Ça, c'est l'espèce de doxage d'impression dans la classe médiatique. Oui. Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même une rationalité derrière. Et on va voter en fonction d'un souverainisme d'en bas, parce qu'on a compris que l'Union européenne, la mondialisation, le libre-échange, ça posait problème. Donc on va voter pour ça. Christophe Guilluy lui dit que c'est pas le parti qui choisit l'électorat et la sociologie, c'est la sociologie et l'électorat qui désignent le parti. Très juste, à mon avis. Très juste. Ça me semble très juste. En effet, je pense que d'ailleurs, on le voit bien, que toutes les enquêtes un peu fines, faites de façon sérieuse, parce que ça c'est aussi un problème annexe, montrent que cet électorat n'adhère pas du tout forcément aux thèses de fond du Front National. C'est ça, oui. Tout dans son sujet. Le sujet, c'est de repérer, d'un point de vue affect,
ce qui emmerde le plus les gens en place, c'est quand même, c'est une stratégie de blocage efficace. Quand le Parti socialiste, il a commencé à réfléchir sérieusement sur le sujet quand il a perdu 2 régions. Parce au fond, au départ, c'est une invention de Mitterrand à beaucoup d'égards, le Front National. C'est le vote proportionnel en 86. Voilà, qui n'a pas maîtrisé, simplement. Donc la chose n'a pas été maîtrisée dans la durée. À un certain niveau, ça devient très perturbant pour le système électoral. Bon, il y a un élément stratégique, et puis il y a un élément doctrinal élémentaire qui correspond à la découverte qu'on pourrait résumer d'une formule très bête, hein, par opposition à l'ancienne formule classique du mouvement ouvrier. Les prolétaires n'ont pas de patrie, les prolétaires ont découvert qu'ils n'avaient que leur patrie. Et que c'est la seule chose qui était capable de les protéger, qui représentait une valeur d'intégration, de représentation d'une place de ce monde du travail dans la vie collective. C'est la fameuse phrase de Jaurès, celui qui n'a plus rien, la patrie est son seul bien. Voilà, ben oui. C'est assez curieux qu'on ait oublié pendant si longtemps cette formule. Enfin, ça, c'était la domination du léninisme qui avait escamoté cette conscience que Jaurès avait de la dimension politique du mouvement ouvrier, qui fait son originalité presque absolue dans ce monde-là. Mais donc, il y a l'idée très simple, hein, de ce populisme du peuple, c'est que c'est l'idée d'une maîtrise de son destin. Au fond, et l'aspiration à une collectivité intégrée dans une société qui ne l'est plus du tout. Donc retrouver une forme de destin collectif, une aspiration à la démocratie aussi. Oui, bien sûr. On a souvent l'idée que sortir de la démocratie, ce populisme, c'est faux, c'est l'inverse. C'est l'inverse, évidemment. C'est un vote d'aspiration à une démocratie efficace. Donc, une démocratie efficace par rapport à un système frappé d'impuissance de façon flagrante dans les règles du jeu qui s'imposent à l'échelle européenne ou à l'échelle globale. Pour ceux qui ont fait un certain type pour les pays qui ont fait un certain type de choix en la matière, pas les Chinois, qui en ont fait un autre. Mais d'où la dimension effectivement volontiers autoritaire de ce populisme, pour reprendre le mot, moi qui ne me gêne pas d'ailleurs, mais parce que j'ai une démocratie qui n'est pas populiste, je ne vois pas ce que ça peut être. Bon, sur un certain plan. Après, il faut définir le contenu exact. Mais l'autorité fait peur. Alors, l'autorité fait... Une classe dominante, on va dire. Qui l'exerce très bien, mais par des moyens qui ne sont pas apparemment autoritaires. Nos sociétés ont trouvé des moyens, la contrainte sans exercice affiché d'une autorité. L'autoritarisme doux. Oui, c'est pas doux. Il n'est pas doux, il est très violent, mais il est rusé. Et sur la forme, il est doux, voilà. Il est rusé. Voilà, il est rusé. Et on reconnaît très vite, en fait, il y a une espèce de doctrine politique implicite. Alors, il se trouve que le Front National, un peu par un hasard historique presque, coïncide avec ça. C'est le seul. Oui, parce qu'il a rempli sur ce... et que je pense qu'à un moment donné de sa trajectoire, je pense que Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais réussi à prendre cette place-là. Justement, c'est très significatif. Le Front National a débloqué son ascension à partir du moment où il a changé de leader et où Marine Le Pen, mieux inspirée qu'elle ne l'est devenue apparemment, a compris suffisamment d'éléments de cette aspiration populaire pour donner l'impression d'y répondre. Je ne suis pas sûr que ce soit elle qui l'ait compris. Elle l'a pas fait exprès, peut-être. Voilà. Mais ça s'est passé comme ça. Elle a su additionner le social et le national. Voilà. Parce qu'autrefois le social était plutôt internationaliste, mais qu'avec le mouvement de la mondialisation et le fait qu'on résiste à la mondialisation par le cadre national,
Le social, c'est additionné au national. Est-ce que ça Oui. un peu ça? Oui, je pense que c'est... Donc, Front National, et voilà. Voilà, donc c'est ça qui a été l'élément clé. Et puis depuis, on a vu que ce n'est pas une spécificité française, mais un phénomène occidental. Oui. Et justement, derrière, vous pointiez le sujet, je pense assez involontairement, celui du vote du vote de classe. Vous dites, les classes populaires sont arrivées à passer dans une sorte de conscience de classe qui n'en a pas le nom, à la nation. Est-ce qu'on n'est pas passé d'un vote de classe à un vote national par une espèce de conscience nationale, un renouveau de la conscience nationale par ce phénomène de populisme? Mais c'est un vote de classe en tant que vote national, parce que c'est en même temps un vote, c'est avant tout un vote négatif. C'est pas le vote d'adhésion à un projet, comme a pu l'être le socialisme dans son grand moment historique, qu'il soit social-démocrate ou communiste. C'est le vote contre le discours des élites. Donc, qui est un élément identifiant, en effet, d'une classe qui ne se pense plus comme ce qu'était le prolétariat, un peu dans l'imaginaire, la classe des producteurs, dans la phase antérieure, mais qui représente une sorte de négatif actif dans le paysage politique. Vous pointiez aussi la responsabilité de ces élites qui n'ont plus conscience d'appartenir à un collectif historique. Et je vous ai entendu aussi évoquer le fait d'une crétinisation par conformisme en fait, de ces élites-là, qui n'ont plus conscience de l'intérêt national, qui sont dans un espèce de conformisme latent, parce que, au fond, c'est un peu les plus récalcitrantes à changer d'avis, notamment sur l'Union européenne, on le voit. Et j'aimerais savoir ce que vous songez pour l'avenir à court terme. Est-ce que ces élites-là, parce que la force du réel est trop puissante, seront un jour amenées à changer, par exemple sur la question de l'Union européenne, évidemment, sur la question de la mondialisation, qui montre tous les jours leur défaillance? Ou alors est-ce qu'on sera amené à aller vers une sempiternelle lutte entre de bon sens populaire, d'essence commune, comme dirait Orwell, des classes populaires qui ont bien compris que ça ne marchait pas, mais qui sont censurées par les classes dominantes qui, elles, ont la raison, la bonne morale, etc. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce qu'on ira vers séparatisme éternel ou alors les choses seront amenées à changer de ce conformisme-là? Alors, ce conformisme est à plusieurs dimensions. Hein. Et d'abord, il n'est pas absolument général. Il y a des tas de gens qui appartiennent, il ne faut pas exagérer, caricaturer, il y a des tas de gens qui appartiennent à ces élites objectivement par les fonctions qu'ils exercent, qui n'en pensent pas moins. Vous avez du mal à le dire. C'est ça la force du conformisme. C'est qu'ils peuvent le dire en privé. Oui. En privé, mais... Donc justement, ça veut bien dire que ce n'est pas un bloc soudé et unanime. Non. Je dirais, moi, l'élément, il faut bien essayer de comprendre la nature de ce conformisme. Premièrement, c'est un snobisme. Le snobisme, c'est de ne pas appartenir. Si vous voulez passer pour un plouc en société aujourd'hui, c'est de déclarer une appartenance dans un pays. Un clocher. Alors là, vous êtes vraiment c'est très français, un bouseux, quoi. Je veux dire, c'est pas... Donc, le snobisme a une farce positive, être comme tout le monde. Et spécialement être comme ceux qui donnent le ton à l'échelle planétaire, être comme les Américains. Il y a un snobisme tout à fait intéressant à décrire. Je connais personne qui l'ait bien décrit, mais qui serait très intéressant et que j'ai vu à l'œuvre d'une manière puérile, par exemple dans En Marche, avec la reprise de tout un vocabulaire anglo-saxon. Les helpers au lieu de... La Startup Nation. Oui, il y a tout un langage qui est un langage d'imitation, mais qui est un snobisme en fait. Hein, c'est pour être distingué. Là, Bourdieu aurait pu nous faire une petite analyse.
qui aurait été très opératoire sur ce terrain, dans le langage politique même. Il y a ça, il y a un élément, et puis il y a un élément culturel puissant, qui est la coupure avec une culture historique, au profit de discours techniques intemporels. L'économie, au sens étroit du mot, mais le droit et la science. La technique. Il y a énormément d'ingénieurs dans ce monde-là, hein, ou de gens qui ont une formation d'ingénieurs, qui deviennent après dirigeants de société, mais qui n'ont une optique intellectuelle désinsérée de toute temporalité collective. Alors, ça leur est très difficile, à ce compte-là, de retrouver l'ancrage qui se faisait d'une manière quasi spontanée par la formation, par un moule intellectuel, dans les communautés auxquelles ils appartiennent réellement et auxquelles ils peuvent être d'ailleurs très attachés. Mais intellectuellement, ça ne compte pas pour eux. C'est très étrange comme phénomène. C'est une sorte de désappartenance intellectuelle. Par ailleurs, chez des gens qui peuvent avoir des... Ce que vous appelez la pathologie de la désappartenance. Oui, je pense... Il y a un rapport à l'histoire derrière tout ça. Ah, fondamental. Fondamental. Il y a une sorte... Et c'est pourquoi je crois que la rééducation des dites élites passe par l'histoire. Et moi, l'Europe, par exemple, c'est quoi historiquement? Ils ne savent pas. Ils n'en ont pas la moindre notion. On fait souvent la confusion Union européenne-Europe. Mais oui, mais ils sont incapables de dire est-ce que c'est que l'Union européenne, est-ce que c'est que l'Europe. C'est embêtant. Parce que l'Union européenne est destinée à unir une Europe, donc il faudrait nous dire en quoi elle consiste. Qu'est-ce qu'elle représente historiquement, d'autrement dit. Hein, bon, il y a... Et de ce fait, je crois que c'est quelque chose à la fois de puissant et de très fragile, parce que ça n'est pas un vrai discours politique qui est capable de tout englober. C'est un discours politique puissant qui laisse une énorme partie de ce qu'est la vie des collectivités réelles en dehors de lui, et donc qui est incapable de répondre à leurs besoins. Et c'est très ressenti. L'aliénation des peuples vis-à-vis de la politique, qui ne s'arrête pas à la France périphérique ou à l'Italie périphérique, c'est le sentiment que les gens qui nous représentent ne nous représentent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'enracinement dans la même histoire que nous. Oui. Alors, donc, c'est un phénomène très instable, pas durable, pour en venir à votre réponse. Et j'ajoute que la vertu de la démocratie, c'est d'ouvrir la porte toujours à des entrepreneurs politiques qui savent saisir l'opportunité d'une demande à laquelle il s'agit de répondre. D'une certaine façon, Macron a ouvert la voie. Il a montré, de façon par l'acte, ce qui est encore mieux que de le dire, qu'il y a de la place pour qui sait saisir un moment d'aspiration collective. Il y en aura d'autres, sous d'autres enseignes. Lui, il représente quelque chose. Il représente au fond une sorte d'optimisme générationnel, qui est plutôt sympathique d'ailleurs, mais il répond à un problème politique, qui est l'inefficacité totale du système français. Quelque chose presque de comique. En additionnant ça avec une sociologie. Oui, voilà. Il a bien vu qu'en dépit du fait que la mondialisation posait des problèmes et qu'il y a une partie de la population qui sera opposée, il en reste quand même une qui est favorable, celle des métropoles, qui, quoi qu'il arrive, est plutôt centriste, plutôt pro-Union européenne, et avait besoin, elle aussi, d'un candidat. Mais il a montré qu'on pouvait être un candidat d'une opportunité, d'une demande sociale. Mais il y en a une autre. Parce que, de fait, il nous réinstalle dans un système démocratique bancal qui est un système anti-majoritaire. En démocratie, les systèmes anti-majoritaires, ça peut durer longtemps parce qu'il y a le poids de gens qui ont des moyens par rapport à une majorité qui n'en a pas, mais ça ne peut pas durer. Donc moi, je crois pas. Je crois que on n'est pas dans une situation immobile de statu quo indéfini et de lutte sans issue, mais dans une situation relativement ouverte. Oui, justement, la Ve République, c'est aussi l'alliance de l'homme fort en haut avec
le peuple contre les intermédiaires. Oui. Alors là, on a quand même Macron qui nous fait exactement l'inverse de la Ve République. Mais oui, C'est l'homme mais fort dans le cadre de contre la... le peuple avec les intermédiaires, les élites. Oui. Quoi. C'est quand même assez fascinant. C'est fascinant, c'est un cas fascinant, mais qui montre qu'il y a des possibilités en même temps. C'est pas la fin de l'histoire. Hein. Donc il y a une sorte de potentialité politique. Simplement, la politique, ça repose sur des hommes ou des femmes. Il faut les trouver. Mais vous qui pensez l'histoire, est-ce que vous ne pensez pas que Macron, en venant interférer dans ce qu'on voyait arriver avec le Brexit, Trump, un renouveau de la nation, du peuple, etc., agit pas comme ce que Marx disait des classes moyennes, comme celui qui fait tourner la roue de l'histoire à l'envers? On a l'impression, c'est une impression qu'il devait y avoir quelque chose, que ces classes populaires devaient être écoutées, mais qu'avec la fascisation en gros de ces classes-là, parce que vote FN et Macron, c'est l'ultime champion des élites, voilà, contre ce peuple-là. J'ai l'impression qu'après, par contre, ils n'en auront plus. C'était leur dernière carte. Oui, je le pense. Moi, j'avais pensé, je l'ai dit d'ailleurs à l'époque, que Sarkozy était la dernière carte. Ça l'a pas été. Enfin, il n'a pas fait l'affaire. Macron, c'est très différent. Et la question, c'est de donner une expression politique autre que cette impasse que représente le Front National. C'est ça la question. Parce qu'effectivement, pour des tas de raisons, qu'il n'est pas très compliqué de détailler, et c'est pas la peine de s'y attendre, le Front National, c'est une impasse en même temps. Ça a été un support d'une expression, mais c'est manifestement quelque chose qui ne mène nulle part. En ce sens, c'est l'allié, l'objectif. Oui, bien entendu, bien entendu. Si on veut changer les choses, c'est le prix que le Front National nous lance. Voilà, ça c'est la clé de tout. Et la capacité de construire ce discours qui est à la fois négatif sur tout ce qu'il faut dénoncer, parce que le Front National, il dénonce, c'est tout. Mais voilà, il ne construit rien. Donc évidemment, vous n'allez pas mobiliser des gens sur un programme purement négatif, qui ne mène nulle part. C'est ça le sujet. Et ça, c'est à inventer. On va rester sur ces mots, il restera beaucoup à inventer. Merci beaucoup Marcel Gaucher. Merci à vous. Je te retrouve pour une conférence dans quelques instants sur Sciences Po.